Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du CDJI 2, l'événement de JJB que tous les pratiquants attendaient depuis plus d'un an. Si tu sais pas déjà ce qu'est le CDJI 2, je t'invite à regarder sur ma chaîne. J'ai déjà fait une vidéo où je présente l'événement, je présente également les différentes équipes et je donne mes pronostics sur les résultats du tournoi. Bref, revenons au sujet du jour, donc le CDJI 2. Dans cette vidéo, je vais faire un résumé de l'événement. Je vais aussi faire un peu d'analyse technique pour te montrer les points importants à retenir, ce qu'on peut étudier et mettre nous-mêmes dans notre jeu. On parlera également des différentes polémiques qu'il y a pu avoir le jour de l'événement et je donnerai mon avis global sur ce que j'ai pensé du show. Donc le CDJI 2, même si au final la première journée du CDJI a été un peu décevante, comme on pourra le voir ensemble, Craig Jones a eu une excellente idée pour rendre la deuxième journée beaucoup plus attrayante. Commençons donc avec la première journée, le premier combat du tournoi qui est opposé l'équipe New Wave à l'équipe américaine. Pour le premier combat, on a donc Lew Griffiths qui affronte Pat Donay. Donc, on a pu voir dans ce combat que Lew Griffiths a tenté énormément de belles entrées sur le triangle. Il a également fait un excellent travail à partir de la garde assise, notamment grâce à son arm drag pour exposer le triangle ou ce genre de choses. Malheureusement, Pat Donay, lui, a plutôt fermé le jeu. On sent vraiment que son principal objectif était d'obtenir une égalité. D'ailleurs, on verra que l'arbitre va ensuite le pénaliser durant le combat. Et vous voyez, ce problème, c'est vraiment systématique de ce qui s'est passé pendant le CDJI 2. On a un combattant qui affronte le combattant favori de l'équipe adverse, et son seul but ne va pas être de soumettre, mais juste de jouer la montre et d'obtenir une égalité. Et du coup, ça donne un combat où au final, Lew Griffiths cherche absolument à soumettre son adversaire, et au final, Pat Donay ne fait que chercher à tourner autour et à jouer la montre. Et vous verrez dans cette vidéo que c'est vraiment ce genre de choses qui ont fait que la première journée du CDJI était plutôt ennuyante. Le combat 2 opposait Wagner Rocha à Elijah Dorsey. Donc en soi, c'était pas un combat très intéressant, mais on a pu voir que Wagner Rocha, malgré son âge de 43 ans, fait encore partie de l'élite. Il a vraiment donné énormément d'opposition à Elijah et au final, ça s'est terminé avec un match nul. Le troisième combat opposait Giancarlo Bodoni à Gavin Korb. Donc là, c'est vraiment typiquement un combat avec une énorme différence de poids. Et en plus, Giancarlo Bodoni fait vraiment partie de l'élite de sa catégorie. Donc ça a été vraiment très compliqué pour Gavin Korb qui au final se fera amener au sol assez facilement. Il essaiera de faire une belle entrée en clé de jambe, mais au final, Bodoni va pas vraiment être inquiété et il va assez facilement prendre le dos et soumettre Gavin Korb. Et ceci nous amène au quatrième combat qui va donc opposer Giancarlo Bodoni à Taylor Pearman et c'est là que va arriver la première polémique du CDJI 2. Giancarlo Bodoni commence le combat en faisant un full guard et immédiatement, Taylor Pearman va commencer à chercher à attaquer les clés de jambe. Taylor Pearman, c'est vraiment quelqu'un qui est spécialisé dans les attaques en false grip. Il a fait pendant le combat de belles entrées en false grip et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que Pearman va saisir une belle clé de talon sur l'extérieur. Et pendant la roulade, on va voir que Giancarlo Bodoni tape une fois sur la jambe. À ce moment-là, Taylor Pearman considère que Giancarlo Bodoni a tapé et a abandonné, donc il arrête, alors que Giancarlo Bodoni affirme que lui a juste cherché à saisir la jambe de son adversaire. Donc je vous laisse juger de ce que vous en pensez. Moi personnellement dans son cas, je crois Giancarlo Bodoni, j'ai vraiment l'impression qu'il cherchait juste à attraper la jambe de Taylor Pearman. On peut voir que au final, il n'y a pas de rebond, c'est juste il pose une fois la main sur la jambe de son adversaire. Mais finalement, l'arbitre va considérer que Taylor Pearman a bien fait taper Giancarlo Bodoni et il va donner la victoire à Taylor Pearman. Le combat suivant va donc opposer Dorian Olivares, le 66 kg de la team New Wave, contre Taylor Pearman. Et là, Dorian Olivares a fait exactement ce qu'on attendait de lui, des gros passages sur l'extérieur, il faisait vraiment en sorte de ne pas rentrer dans la garde de Taylor Pearman, sauf quand il avait un bon angle pour mettre la pression. Au final, à un moment donné, Taylor Pearman va tenter une très belle gogoplata à partir de la rubber guard, mais Dorian Olivares va réussir à s'échapper, et Dorian Olivares va même réussir à passer la garde de Taylor Pearman. Au final, Dorian Olivares a vraiment mené les échanges, mais le combat va se finir par une égalité vu que Dorian ne va pas réussir à soumettre Taylor. Et le dernier combat entre ces deux équipes va donc opposer Mickey Galvao, un des grands favoris de cette compétition, à DeAndre Corbs. Ça, c'est vraiment un combat que j'attendais beaucoup. J'étais vraiment curieux de voir quelle opposition DeAndre pouvait montrer à Mickey Galvao.
Donc Mika Galvao va au début du combat amener DeAndre au sol et petit à petit va prendre le bodylock et réussir à passer directement en montée. Finalement, DeAndre va réussir à sortir, mais dans le combat, on peut vraiment dire que Mika Galvao a largement mené les échanges, à part un moment où DeAndre tente une belle entrée en clé de jambe quand Mika Galvao tente un repass. On peut vraiment voir que Mika Galvao a vraiment dominé tout le combat. Et c'est donc très logiquement la team New Wave qui gagne l'opposition contre la team America, et la team New Wave va donc pouvoir passer au second tour. La deuxième opposition entre deux équipes opposait donc la team Europe à la team Atos. Et première chose qu'on peut dire, c'est qu'on peut vraiment être très fier de la team Europe qui a vraiment donné un très bon niveau d'opposition à la team Atos qui était considérée par beaucoup comme l'une des équipes favorites de ce tournoi. Le premier combat a donc opposé Luka Barbosa pour la team Atos à Paweł Jaworski. Donc je vous l'avais dit dans la première vidéo que j'avais fait sur le CGI2, Paweł pour moi c'est vraiment le futur espoir européen. Il n'est pas encore très connu, mais pour moi il a vraiment une garde qui est vraiment impossible à passer et je pense qu'il peut vraiment soumettre n'importe qui sur des clés de jambes. Et d'ailleurs on a vu que Luka Barbosa, malgré le fait que c'est un des meilleurs combattants mondiaux, a pas du tout réussi à mettre en danger sur les passages de garde Paweł qui a réussi à chaque fois à recomposer assez facilement. Et à la fin du combat, il va même réussir à tenter une dangereuse clé de jambe contre Luka Barbosa. Donc au final, le combat se termine sur une égalité, mais on voit vraiment que c'est Paweł qui a dominé pendant le combat, ou qui en tout cas a été beaucoup plus dangereux que Luka Barbosa. Le deuxième combat opposait Ronaldo Jr. à Negromonte. Donc je vais être assez direct, j'ai trouvé le combat plutôt ennuyant. La majorité du combat s'est passé plutôt debout, et à part 2 ou 3 scrambles assez sympas à voir, je trouve que le combat était assez fermé et qu'on n'a pas pu voir grand chose d'intéressant. Le troisième combat a ensuite opposé Kenan Duarte à Owen Jones. Donc Owen Jones, le 66 kg, avait été assez vocal sur le fait qu'il pouvait battre tout le monde, y compris Kenan Duarte, qui est le moins de 99 de l'équipe Atos. Et finalement, il faut avouer que, même si bien sûr Kenan Duarte a largement dominé le combat, Owen Jones a vraiment montré une très belle rétention de garde. Au final, je trouve pas qu'il a été réellement mis en danger, que ce soit sur des soumissions ou sur des passages de garde. Et il a réussi à survivre tout le combat sans se faire passer la garde. Donc on peut mettre vraiment pas mal de respect sur le nom de Owen Jones. Le quatrième combat opposait Felipe Pena à Marcin. C'était vraiment un beau combat. Marcin a commencé à faire jump guard pour ensuite attaquer directement les jambes de Pena. Et Felipe Pena va réussir assez facilement à passer la garde de Marcin. Il cherchera ensuite à prendre le Dars, puis à attaquer en Kimura et triangle inversé. Finalement, il n'arrivera pas à le soumettre, mais c'était un combat vraiment plaisant à voir avec beaucoup de tentatives de soumission. Et le dernier combat a opposé Diego Pato à Paul, et là encore c'était un combat vraiment ennuyant. Au final, alors que Paul est beaucoup plus lourd que Diego Pato, son seul objectif était de fermer le jeu et de chercher à nullifier toutes les attaques de Diego Pato qui, on le sait, est très dangereux sur les clés de jambes. Et au final, il s'est pas vraiment passé grand. Et même si, comme je l'ai dit, on peut vraiment être fier de la Team Europe qui a montré un très beau niveau d'opposition, c'est finalement la Team Atos qui est déclarée gagnante et qui passe au second tour. Le duel suivant opposait donc la Team Tense Planet à la Team Australie-Asie, et c'est là qu'on va voir la troisième polémique. En premier combat, on a eu PJ Barsh contre Luka Kana. Là, honnêtement, c'était un combat où, au final, il s'est pas passé grand-chose. Les deux combattants se sont plutôt annulés sur les clés de jambes. Sur le deuxième combat, on a eu Ryan qui affrontait Declan Modi. Declan qui fait aussi partie de la B-Team par ailleurs. Là, franchement, c'était vraiment un très beau combat. Declan a vraiment montré de très belles choses, que ce soit en passage en tight west, en bodylock, ou sur le fait de passer rapidement entre passage sur l'extérieur et passage vers l'intérieur. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est passage en tight west, je vous recommande vraiment de regarder Declan Mobody, c'était vraiment très intéressant. Au final, il n'y aura pas de soumission durant ce combat, mais c'était quand même un très beau combat à voir. Le combat suivant a opposé Alan Sanchez contre Fabricio Di Okage Andrew, et j'attendais vraiment beaucoup de ce combat. Je m'étais vraiment dit que vu que Alan Sanchez n'est pas non plus un des plus grands combattants élites, que Fabricio Andrew allait encore signer une magnifique soumission à la volée ou ce genre de choses. Et au final, j'étais plutôt déçu de voir que Fabricio Andrew, même s'il a fait de belles actions avec notamment un très joli ankle pick, a pas trouvé de soumission à la fin. Et que le combat s'est conclu par un draw. Le combat suivant oppose alors Geo Martinez à Belal, et c'est sur ce combat qu'on va avoir la deuxième polémique du CGI. Et ce qui s'est passé, c'est que
Geo Martinez a rapidement été pris en clé de cheville et sur la vidéo, on a l'impression qu'il tape. Geo Martinez va alors immédiatement dire qu'il n'a pas tapé. Personnellement, j'aime beaucoup Geo Martinez, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a tapé. Donc, encore une fois, je vous laisse dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, il a tapé. Et finalement, c'est son coéquipier, Kyle Boehm, qui va venger Geo Martinez et qui va mettre une clé de talon à Belal. Le dernier combat de cette opposition va alors être Kyle Boehm contre Kenta Iwamoto. Kenta a vraiment bien dominé les échanges, il a réussi à prendre le dos de son adversaire, mais finalement il va pas réussir à trouver une soumission. Le combat va donc se finir par un draw. Finalement, c'est la team Australie-Asie qui est déclarée vainqueur et qui peut ainsi passer au second tour. La dernière opposition par équipe de la première journée du CGI va alors opposer la B-Team Adhesive Fresh avec comme premier combat Joseph Chen contre Max Hansen. Donc comme vous le savez tous, j'attendais beaucoup de Joseph Chen. Il a vraiment fait une masterclass en termes de passage de garde contre son adversaire Max, mais au final il va pas réussir à trouver la soumission et ce combat va se finir par une égalité. Le deuxième combat va opposer Nick Rodriguez contre Brandon Reed. Et Nick Rodriguez a fait un magnifique wrestle-up pour ensuite prendre le dos de Brandon Reed et lui mettre un très beau étranglement arrière. Le troisième combat va alors opposer Nicky Rodriguez contre Michael Pixley. Et Pixley a été vraiment impressionnant, surtout en réussissant à placer des foot sweeps sur Nicky Rodriguez. Au final, le combat va se terminer sur un draw. Et c'est donc Chris Wojcik qui affrontera Jacob Koch. Donc là, on est vraiment sur une opposition entre deux experts en leg lock. Même si les deux ont vraiment été très actifs pour tenter la soumission, ils se sont plutôt nullifiés et il s'est pas passé grand chose du combat. Le dernier combat de cette opposition était entre Victor Hugo et Dante Leon. Et finalement, on peut voir que Victor Hugo a préféré jouer la sécurité et a juste fait le nécessaire pour obtenir une égalité et permettre à son équipe, donc la B-Team, de remporter cette opposition. La première journée du CGI va se terminer ensuite avec le début du tournoi féminin. Et c'est là qu'on va avoir la troisième grosse polémique, selon moi, du CGI. Le premier combat de ce tournoi opposait Elena Krovar contre Adel Fornarino. Et comme vous le savez, si vous avez vu ma première vidéo, Elena Krovar était considérée vraiment comme la favorite de la compétition. Mais personnellement, j'imaginais plutôt Adel remporter ce tournoi. Finalement, les deux combattantes se sont affrontées dès le premier tour. Et selon moi, on peut vraiment voir que Adel a été beaucoup plus active et réaliste sur ses attaques. Elena Krovar n'a pas tenté grand chose de significatif, elle a juste fait en sorte de peser sur son adversaire quand elle était en passage de garde, et de temps en temps, elle tentait des attaques en clé de jambe en partant de au-dessus, souvent pour contrer des attaques de Adel, mais à chaque fois on voyait largement que les attaques n'étaient pas du tout réalistes et que Adel n'était pas en danger. Et au final, la décision des juges a été pour Elena Krovar. Et juste entre parenthèses, je dis pas qu'Adel a été volée juste parce que dans la précédente vidéo, je la voyais gagner. De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont également dit que Adel aurait mérité de gagner et pas Elena Krovar. L'autre combat féminin de la première journée du CGI a ensuite opposé Ana Carolina Vieira contre Sarah Galvao. Et franchement, je pense que c'est sûrement un des plus beaux combats de la journée. Les deux combattantes ont vraiment eu leur moment. Et lors du troisième round, Galvao a vraiment fait une magnifique action où elle enchaîne un double leg, puis une prise de dos, et ensuite une tentative en triangle et juji. C'était vraiment un magnifique combat que Galvao va au final remporter à la décision des juges. Et donc au final, il y a eu vraiment beaucoup de critiques dès le début autour de cette première journée du CGI 2, parce qu'énormément de fans trouvaient que les combats étaient vraiment trop ennuyants, que les combattants cherchaient pas assez à soumettre, ou ce genre de choses. Et c'est là que Craig Jones a eu une très bonne idée. Il a annoncé que tous les combattants recevraient 50 000 $ par soumission qu'ils arriveraient à mettre lors du tournoi, pour pousser justement les athlètes à chercher beaucoup plus la soumission. Et comme on va le voir dans cette vidéo, ça a vraiment marché. La deuxième journée du CGI a donc commencé avec la Team New Wave contre la Team Atos, avec comme premier combat Wagner Roca contre Kenan Duarte. Kenan Duarte a vraiment réussi à dominer totalement Wagner Roca en lui passant la garde, lui prenant le dos, mais on a vraiment vu que Wagner Roca était vraiment très dur à soumettre, et finalement le combat va se finir par un draw. Le deuxième combat va alors opposer Lucas Barbosa contre Mika Galvao. Lucas Barbosa qui a vraiment fait en sorte de fermer le jeu même s'il arrive à amener au sol en début de combat Mika Galvao. Mika Galvao qui a montré vraiment de belles choses, que ce soit en garde fermée ou à la fin du combat en passage de garde. Encore une fois, il a utilisé un passage en body lock ou tight waist pour passer directement la demi-garde de Lucas Barbosa et prendre la montée. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à étudier, c'est la capacité de Mika Galvao
à utiliser ce passage de garde pour passer directement en montée, même contre des combattants élites. Le troisième combat a ensuite opposé Diego Pato à Luke Griffiths, donc encore un combat avec une énorme différence de poids. Diego Pato a quand même bien démarré le combat en faisant de belles entrées en clé de jambe et en exposant à un moment donné le dos de Luke Griffiths, mais finalement Luke Griffiths va réussir à prendre le dos de Diego Pato lors d'un contre de clé de jambe et il va réussir à lui mettre un étranglement arrière. Le combat suivant a opposé Felipe Pena contre Luke Griffiths et Felipe Pena a vraiment montré qu'il fait toujours partie de l'élite chez les lourds. Il a réussi à amener au sol, prendre le dos, prendre la croix, passer plusieurs fois la garde de Luke Griffiths et au final il va même réussir à lui mettre un juji à partir de la montée. Le combat suivant a opposé Dorian Olivares à Felipe Pena. Et franchement, je suis toujours autant impressionné par Dorian Olivares. C'est juste un 66 kg, mais au final, il se débrouille vraiment très bien contre des beaucoup plus lourds que lui. Il impose vraiment un rythme très explosif. Il fait vraiment en sorte de alterner entre de nombreux passages sur l'extérieur et de temps en temps mettre la pression sur des passages intérieurs. On a vraiment l'impression qu'il se fatigue jamais. C'est vraiment très impressionnant. Au final, même si le combat va se finir par un draw, c'est vraiment Dorian Olivares qui va dominer le combat et il va même réussir à passer et prendre Felipe Pena en montée, donc c'est vraiment très impressionnant. Le dernier combat de ce duel entre New Wave et Atos va alors opposer Giancarlo Bodoni à Ronaldo Jr. Et Giancarlo Bodoni a vraiment montré qu'il était largement au-dessus en termes de niveau de Ronaldo Jr. Il va réussir à lui prendre le dos et la montée et il arrivera à la fin du combat à le soumettre par un juji assez classique. Et c'est ainsi que New Wave est déclaré vainqueur et la première équipe a passé en phase de finale. De l'autre côté du tableau, la B-Team va alors affronter la Team Australia pour tenter de se qualifier en phase finale. Et le premier combat va opposer Lucas Canard contre Chris Wojcik. Et là, malheureusement, encore une fois, c'était un duel entre deux leg lockers et il n'y a pas eu de réelle mise en danger des deux côtés. Il ne s'est pas passé grand-chose durant ce combat. Le deuxième combat a opposé Kenta Iwamoto contre Nick Rodriguez. Donc, les deux se connaissent déjà. Kenta Iwamoto s'entraîne souvent à la B-Team. Nick Rodriguez a réussi assez rapidement à amener Kenta au sol et a réussi à lui faire un de ses bodylock signature pour passer directement en montée. Kenta va ensuite tenter une très belle attaque en clé de jambe, mais finalement Nick Rodriguez va sortir assez facilement. Nick Rodriguez ne va pas réussir à soumettre Kenta Iwamoto et le combat va se finir par un draw. Le troisième combat a opposé Declan Modi contre Ethan Krelichten, donc les deux se connaissent très bien, ils sont coéquipiers en temps normal. Donc on peut voir que la différence de poids était vraiment trop importante et qu'au final, Ethan Krelichten n'a pas réussi à faire grand-chose. Mais néanmoins, il a réussi à survivre lors de tout le combat et il a réussi donc à arracher une belle égalité contre Declan, ce qui est déjà un exploit en soi. Le combat suivant était entre Fabricio Andrew et Victor Hugo. Là encore, grosse différence de poids entre les deux. Et même si Fabricio Andrew a réussi en début de combat à amener au sol Victor Hugo, finalement, Victor Hugo va rapidement prendre le dessus et réussir à prendre la montée, puis l'étranglement face à Fabricio Andrew. Et le dernier combat de ce duel par équipe opposait Belal contre Victor Hugo. Donc on a vraiment pu voir assez facilement que Belal était déjà blessé à cause de ce combat précédent contre la Team Tense Planet. Et finalement, Victor Hugo va réussir à le passer assez facilement et à lui mettre un étranglement en bras-tête. Et c'est donc la B-Team qui remporte logiquement ce duel et qui est donc qualifiée pour faire face à la Team New Wave lors de la finale. Avant de pouvoir voir la phase finale du tournoi par équipe, on a pu assister à la finale du tournoi féminin qui opposait donc Elena Crevard contre Galvao. Et Elena Crevard va réussir à soumettre Galvao par clé de cheville lors du troisième round. Donc les commentateurs ont dit que c'était par une straight ankle lock, donc une clé de cheville dans l'axe. J'ai l'impression, mais à confirmer, que c'était plutôt ce qu'on appelle une Aoki lock, vu qu'on peut voir que le talon de Galvao était sur les côtes de Elena Crevard. Donc la tension n'était pas uniquement sur la cheville, mais également sur le genou. Pour nous faire patienter avant les phases finales du tournoi par équipe, Craig Jones a ensuite affronté Chael Sonnen lors d'un super fight. Donc bien entendu, c'est pas le combat le plus intéressant à étudier vu l'écart de niveau, mais c'est quand même toujours drôle de voir Craig Jones soumettre deux fois par buggy choke Chael Sonnen. Et donc on passe enfin au duel tant attendu entre la B-Team et New Wave pour la finale du tournoi masculin. Et donc le premier combat de ce duel par équipe a opposé Mika Galvao à Chris Wojcik. Donc honnêtement, il s'est pas passé grand chose de très intéressant durant ce combat,
mais je vous recommande néanmoins d'étudier la manière dont Chris Wojcik fait du hand fighting durant ses combats quand il est en garde assise. C'est vraiment très intéressant pour avoir une bonne rétention de garde. Le deuxième combat a opposé Victor Hugo à Wagner Roca, et franchement on peut avoir que du respect pour Wagner Roca. Malgré la différence de poids et même s'il s'est fait prendre le dos à la moitié du combat, il réussit à survivre avec Victor Hugo dans son dos pendant peut-être 2 ou 3 minutes, et ça c'est vraiment impressionnant. Au final, il va réussir à obtenir le draw contre Victor Hugo qui est beaucoup plus lourd que lui. Le troisième combat va opposer deux moins de 66 kg, Ethan Crelinsten contre Dorian Olivares. À titre personnel, c'est un combat que j'avais vraiment envie de voir. On va voir que Dorian Olivares a vraiment dominé ce combat, même si à un moment donné, Ethan Crelinsten a vraiment mis en danger sur un renversement à partir de la garde fermée. C'est vraiment Dorian Olivares qui a le plus dominé et il a même réussi à passer la garde de Ethan. Joseph Chen et Giancarlo Bodoni. Donc Bodoni va réussir en début de combat à faire un très beau foot sweep contre Joseph Chen. Et finalement, il va plutôt jouer la sécurité en passage de garde, il va pas tenter énormément de choses. Et le combat va se finir par un draw entre Joseph Chen et Giancarlo Bodoni. Le dernier combat va alors opposer Nicky Rodriguez contre Lew Griffiths. Là, franchement, c'était vraiment un très beau combat. Nicky Rodriguez va réussir à amener Lew Griffiths au sol et va réussir à lui passer la garde directement en montée à partir d'un bodylock. Donc, je vous recommande vraiment, si c'est pas déjà fait, de vraiment commencer à étudier le système de bodylock pour pouvoir passer directement en montée ou en passage de garde classique. Parce que, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment quelque chose qui est très utile, même au plus haut niveau. Finalement, Nicky Rodriguez va pas réussir à soumettre le Griffiths et ça va encore une fois se terminer par un draw. Les juges vont alors décider d'accorder la victoire à la B-Team qui remporte donc $1 million. Là encore, bien sûr, il y a eu une petite polémique parce que de nombreuses personnes ont dit que cette victoire était injuste. Personnellement, je trouve que la B-Team mérite largement sa victoire. Et en plus, il était inscrit dans les règles que l'équipe qui remporte le dernier combat en cas d'égalité remporte la victoire. Bref, en tout cas, moi personnellement, j'ai vraiment aimé le CGI, même si, comme je l'ai dit, il y a eu des phases vraiment ennuyantes pendant le CGI. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut qu'on s'y attende. Dès qu'il y a des combats où c'est du submission only, donc le seul moyen de gagner, c'est via la soumission, c'est très commun qu'au final, ce soit les combats où il y ait le moins de soumission. Parce qu'au final, c'est très facile, si on est contre un adversaire plus fort que soi, de juste faire en sorte de ne pas se faire soumettre pour obtenir une égalité. Donc moi, en tout cas, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé le show. Il y avait vraiment des choses intéressantes à en tirer. C'était pas aussi amusant à regarder que le CGI 1, mais ça reste un très bel événement. En tout cas, toi à ton tour, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de l'événement, quels ont été tes combats favoris, est-ce que tu as été déçu ou plutôt content du résultat. Si tu as aimé la vidéo, pense à liker, pense également à t'abonner à la chaîne. Tu peux également me suivre sur Instagram, le nom du compte c'est Jonathan-IFT et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos.